Bon, je vous propose de continuer pour la dernière session d'intervention. Donc, d'abord Louis Pinto et ensuite Marc Joly sur la question des émotions et de l'usage non holistique de Bourdieu. Je te laisse la parole. Voilà, pour moi aussi, cher Raphaël, pour moi aussi, la découverte de Bourdieu a été quelque chose d'extrêmement excitant. J'en ai parlé un peu dans le livre justement dirigé par Gérard, donc je ne vais pas me répéter. J'avais pensé faire quelque chose sur les affinités d'habitus, c'est-à-dire la façon dont des habitus très différents dans leur principe de génération peuvent être malgré tout trouvés à s'accorder. Et c'est effectivement ce sentiment que j'ai éprouvé en vous lisant. Enfin, il y avait des échos. Pourquoi ces échos ? Pourquoi j'ai été stimulé par Bourdieu ? Eh bien, j'arrivais au terme donc de mes études de philo qui ne me satisfaisaient pas entièrement. Il y a eu cette découverte à ce moment-là, l'année où je passais la Greg. Donc j'avais un peu la tête ailleurs, parce qu'il fallait quand même s'investir beaucoup, et en même temps, Bachelard Bourdieu, c'était extraordinaire. Enfin, quelle liberté, quelle libération. Canguilhem, il faudrait rajouter Canguilhem. Mais donc ce rapport à la philo était, dans ma découverte de Bourdieu, quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire, Bourdieu me permettait de comprendre pourquoi je n'étais pas fait pour les jeux philosophiques, les jeux de la philosophie académique, c'est-à-dire en gros le destin, si jamais je poursuivais par une thèse d'historien de la philosophie, sur Descartes ou sur, je sais pas, enfin bon, voilà. Donc c'était tout tracé. J'étais attendu, d'ailleurs, on m'avait dit il faudra faire une thèse dès la grecque finie, et bien vous venez me voir, etc. Et ça a été quelque chose de terrifiant pour moi, je ne voulais pas ça. Voilà, je n'éprouvais aucune sympathie, c'est un euphémisme, pour l'avant-garde des intellos de luxe de l'époque, qui sont un peu les mêmes, ils ont vieilli, mais enfin, il y avait déjà Rancière, il y était, il y avait déjà Balibar, il y a tous ces gens-là, les Heideggeriens, je sentais obscurément que c'était pas pour moi, que j'aurais pas été bon à essayer de faire comme ça le petit althusérien de second rang, j'aurais pas été bon, et en plus ça m'ennuyait. Je ne comprenais pas de quoi parlaient ces gens-là, et ça m'ennuyait, je n'avais pas de croyance. Voilà. Et justement, la lecture de Bourdieu m'a permis de dire, il y a des raisons qui font que c'est pas pour toi et que tu pourrais peut-être faire autre chose. Donc j'étais coincé entre, si vous voulez, une perspective d'oblation sacerdotale dont parle Bourdieu, et le style grand seigneur, c'est le terme de Kant. J'étais fait ni pour l'un ni pour l'autre. Bon, alors que faire ? Alors, j'ai entrevu, je dirais plus que dans j'ai entrevu dans le style de Bourdieu, par exemple, dans la reproduction, notamment la deuxième partie de la reproduction, pas la première, la deuxième partie de la reproduction que j'avais lue, je sais pas, c'est comme ça, avant Les Héritiers, ce style d'écriture, j'avais entrevu quelque chose qui, effectivement, s'adressait à moi, et une certaine utilisation de la philosophie, donc la possibilité de récupérer quelque part ces années d'études, parce que je trouvais, par exemple, de l'usage des schèmes, de références, un jeu, enfin une certaine manière de jouer avec ces références, avec tout ça des déplacements, des décalages, de l'humour, des effets de variation entre chants qui frisent la parodie, et il y aurait quelque chose à faire sur l'humour, je reviendrai là-dessus, l'humour chez Bourdieu. Donc voilà, j'aurais pu parler aujourd'hui des affinités d'habitus, comment vous et moi on est réunis, rapprochés par
Bourdieu, l'exercice serait très, très intéressant, mais je ne vais pas le faire ici. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous réunit, c'est tout simplement l'émotion que nous avons ressentie en faisant cette lecture. Donc, dans quelle mesure de la sociologie peut procurer de l'émotion et de quelle façon? Alors, je vais m'employer à utiliser les instruments de Bourdieu pour cela, non pas en prenant l'entrée habitus ou individu épistémique, individu construit, mais en prenant la notion de champ. Voilà. Bourdieu, parlant de Heidegger, montre comment le champ philosophique fonctionne comme une instance de censure, à la fois censure et mise en forme. Bon. Et il prend, effectivement, il analyse le cas de Heidegger. Donc, Heidegger a dû, pour exprimer ce qu'il avait à dire, un discours qui porte éminemment sur le monde social, il a dû se conformer aux exigences de cet univers qui est l'univers philosophique, mais on pourrait en dire la même chose de tous les autres champs. C'est un travail de mise en forme, que ce soit en théologie, en littérature, chez les militants, ce que vous voulez, l'art, etc. Donc, on pourrait définir les individus conformes aux exigences d'un champ comme ceux qui ont été marqués par la censure originelle. Donc c'est peut-être la castration primitive, enfin qui marque l'appartenance au champ, mais qui s'accompagne aussi d'un profit inestimable, qui est le sentiment de la certitude de soi, qui est le propre des dominants. Donc les individus les plus censurés ou les mieux censurés sont en même temps ceux qui ont la certitude de soi, c'est-à-dire la certitude d'avoir les mécanismes de défense pour soi, les mécanismes de défense du champ. On pourrait définir comme plaisir scolastique le jeu, la capacité de jouer dans les règles et avec les règles, dans le cas des virtuoses. Donc, il n'y a pas seulement une répression, mais il y a aussi une jouissance dans les formes pures et dans les enjeux internes qui tiennent de l'enchantement. Bon, pour prendre l'exemple de Heidegger, c'est Heidegger qui... alors là, il faut être dans le sein des saints, enfin, pour savoir qu'il y avait des débats avec les néo-kantiens dans les années 30 et que manifester sa conformité aux exigences du champ, c'était montrer qu'on était capable d'interpréter mieux Kant que ne pouvaient faire les néo-kantiens eux-mêmes, qui s'appelaient néo-kantiens. Eh bien, Heidegger va leur montrer qu'il a une interprétation de la sensibilité chez Kant qui va plus loin que l'intellectualisme rationaliste et d'origine juive des néo-kantiens. Bon. Donc, si vous voulez, les individus conformes, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont des pulsions brutes qui les gouvernent. Dans le cas de Heidegger, c'est l'antisémitisme, c'est une pulsion brute, mais qui va laisser hors champ, dans le vestiaire. Donc, il pénètre dans ce vestiaire, et à ce moment-là, il pénètre dans le champ, et à ce moment-là, il va pouvoir sublimer, c'est-à-dire conserver et transfigurer ces pulsions, et ça va être la réinterprétation de Kant ou la réfutation de Descartes. Descartes est la figure déplacée du juif, enfin, c'est-à-dire du penseur sans feu ni lieu, qui pense l'espace d'une manière abstraite, etc. Bon. Donc voilà, il y a un double plaisir qui est le propre des virtuoses, c'est le jeu avec le nomos du chant, avec la loi du chant, et en même temps, il y a une libération des pulsions, une transfiguration des pulsions, en disant, comme dit Bourdieu, les choses de telle manière qu'on les dit, tout en disant qu'on ne les dit pas. Et c'est un peu
c'est très très proche, je crois, de l'analyse du mot d'esprit que fait Freud. Et c'est pourquoi il est éminemment question de plaisir. On a parlé beaucoup de libération, émancipation, etc. Mais il y a un autre nom, enfin un autre mot qui mérite d'être évoqué ici, mobilisé, c'est le plaisir. Nous avons du plaisir, on a un plaisir à lire Bourdieu. Il écrit bien, enfin il fait bouger des choses. Bon, alors cela étant dit, la sociologie est un champ comme un autre, dans lequel on va pouvoir reconnaître d'abord un plaisir scolastique de mise en forme qui ressemble assez au travail du moi selon Freud, qui est un travail de mise en logique en quelque sorte des pulsions qui là c'est un plaisir scolastique de mise en forme. On est un vrai professionnel, on sait opposer Kant à Descartes, combiner telle chose avec telle autre, etc. Et aussi un plaisir de sublimation. Voilà. C'est notamment ce plaisir de sublimation, c'est tout simplement le rapport d'affinité-répulsion entre le sociologue et ses objets et son appartenance au monde social. Je peux faire ma propre auto-analyse en disant que, à travers mes objets, effectivement, j'ai fait un travail de sublimation, j'ai fait de la sociologie des intellectuels, etc. Voilà. Bon, alors on peut m'analyser de manière bienveillante ou malveillante, enfin selon les. Mais incontestablement, il y a ce travail de sublimation. Enfin, dans le cas de la sociologie, j'ajouterais qu'il y a un plaisir proprement intellectuel de connaissance, dont l'objet est précisément, à la différence de ce qui se passe dans la plupart des autres champs, de suspendre et d'objectiver les effets des modes de défense et des censures. Alors la sociologie, à la façon de la psychanalyse, montre ce qui est caché, interdit, mais ce qu'elle libère du refoulement ou de la dénégation n'est pas exactement le désir, mais tout simplement la réalité, celle du monde social. Et c'est ce plaisir de connaissance que nous avons, c'est parfois avec effroi, avec ambivalence, avec une espèce de tremblement, c'est précisément le surgissement même de la réalité, qui est, j'appelle ça un plaisir de connaissance, mais cette connaissance est une reconnaissance. Donc je joue un peu sur les termes freudiens et hegeliano-bourdieusiens, parce que reconnaissance, il y a toute une histoire, une généalogie de cette terminologie, c'est-à-dire le savoir sociologique me montre autrement quelque chose que je sais déjà. Donc la sociologie est une discipline foncièrement indisciplinée en ce sens qu'elle remue les mécanismes de défense des autres champs. On fait de la sociologie des philosophes, on leur montre les choses d'une manière autre que ce qu'ils voient. Bourdieu analyse les élèves de Cagne. Il montre là où le professeur dit esprit brillant, il va dire fils de professeur de faculté. Le simple fait de dire des choses comme ça contribue à chambouler les effets du champ. Donc la sociologie dit des choses incongrues et Bourdieu écrit quelque part. Alors j'ai cherché ce passage, il ne le dit pas souvent. En tout cas, à propos de Thomas Bernhardt, il dit « Subjectivement, la sociologie est drôle ». Voilà. Subjectivement, la sociologie est drôle, parce que quelle autre activité que la sociologie permet de faire bouger comme ça, d'une manière parodique, d'une manière vraiment de voir les choses. Voilà. Alors maintenant, cet acte de connaissance-reconnaissance, il a une portée double, c'est-à-dire d'une part, il procure du savoir, mais à la façon du mot d'esprit, il procure une épargne d'énergie. Et
il y a une différence évidemment avec le mot d'esprit, c'est que le mot d'esprit procède de manière très très condensée, alors que la science, comme on le sait, est longue, studieuse, etc. Mais malgré tout, il y a aussi cette épargne dans la mesure où l'espace déréalisant de la scolée sociologique, on n'est pas dans la vie réelle, on est dans l'étude, dans la distanciation, permet justement de se mettre hors des prises de la lutte, de la confrontation, etc. D'ailleurs, au moment où, par exemple, j'objective des dominants, je ne les rencontre pas à la tribune pour dire « vous n'êtes qu'un grand bourgeois ». Non, je fais ça dans le cabinet, tranquillement, en train d'essayer de voir, et je vais communiquer avec des gens de cette façon-là, qui eux-mêmes liront dans la solitude, tranquille. Voilà. Donc je ne vis plus les choses d'une manière immédiate, charnelle, incorporée, mais avec cette distanciation nécessaire que procure la scolée de la discipline sociologique. Voilà. Alors, nécessairement, les individus dont il est question, même lorsqu'il s'agit d'individus différents de moi, me font penser. Hein, mais y compris quand je sais pas, on parlait tout à l'heure de sous-prolétaire, c'est pas une espèce irréelle. C'est pas une espèce réelle, ça me donne à penser. Et d'ailleurs, je crois que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la distinction. Au fond, les trois modalités fondamentales du rapport à la culture que décrit Bourdieu sont des rapports quasi existentiels, c'est-à-dire des rapports que chacun d'entre nous peut avoir rencontrés, c'est-à-dire le sentiment d'assurance d'un côté, le sentiment de dépossession de l'autre, et puis l'effort d'appropriation, etc., qui correspond aux positions moyennes, où il est raisonnable de penser qu'on a des chances d'y parvenir. Attention, voilà. Donc la sociologie, de toute façon, ne cesse de s'adresser à moi. Alors, il faudrait compléter ça en disant que, évidemment, les individus diffèrent les uns des autres par les individus sociologues, pardon. Les sociologues diffèrent par les composantes scolastiques de sublimation et de reconnaissance de leur activité de sociologue. Ça dépend, effectivement. Certains sont plutôt des purs scolastiques, c'est-à-dire qu'ils vont se passionner sur la question, je ne sais pas, des tableaux de mobilité, etc. D'autres, voilà, mais pas de personne en tête en disant ça. Et bien sûr, ça varie selon les objets, que l'on se fixe, et la distance aux objets que l'on peut avoir. Enfin, bien entendu, les sociologues diffèrent entre eux par leur rapport à l'objectivation sociologique, c'est-à-dire en réalité par l'équilibre qu'ils peuvent trouver, l'équilibre psychique interne en quelque sorte, qu'ils peuvent trouver entre le plaisir de reconnaissance, de connaissance ou de reconnaissance, et la force des résistances extérieures, mais aussi intérieures. Voilà. Donc je voudrais terminer, puisqu'on est en fin de journée, simplement par quelques réflexions sur le rire sociologique. Donc les émotions à la lecture d'un texte de sociologie, notamment chez un auteur comme Bourdieu, ces émotions peuvent aller de la tristesse à l'indignation, c'est-à-dire qu'on lit La misère du monde, tristesse, indignation, colère, selon les cas, parfois rire. Voilà, le rire sociologique, je crois, enfin, je fais l'hypothèse que le rire sociologique a quelque chose de différent quand même du rire des dominants,
c'est un rire. Le rire des dominants, en général, est un rire qui a quelque chose du froncement de sourcils, du rappel à l'ordre, du rappel à l'ordre social. Pour qui se prennent ces naïfs? Pour qui se prennent-ils? C'est le rire dans les comédies classiques qui est adressé aux valets qui ne mesurent pas leur place dans l'espace social, chez Molière, chez Marivaux, etc. Bon, c'est un rire de dominants. On prend le point de vue des dominants, en général. Sauf récemment, j'ai vu une mise en scène qui subvertissait ça et qui prenait le point de vue des dominés. Mais bon, c'est une exception et c'était peut-être pas dans l'esprit de Marivaux. Voilà. Le rire sociologique, le rire de texte sociologique, au contraire, exprime une liberté foncière envers les hiérarchies sociales. Ce rire que l'on retrouve dans des textes de Bourdieu, par exemple, ce qu'il écrit sur la haute couture, haute culture, où il fait l'hypothèse qu'il n'a pas exploité suffisamment, je crois, de l'idée d'une griffe des intellectuels. Les intellectuels, au fond, on pourrait distinguer les intellectuels entre les griffés et les non griffés, la haute couture et la confection. Voilà. C'est son texte sur Balibar qui reste aujourd'hui, je trouve, un chef-d'œuvre indépassé. Voilà. Et en général, la revue Actes de la Recherche, au moins dans les premiers temps, était une revue où l'on riait beaucoup. Alors c'était très préparé de manière très soigneuse, très minutieuse. On rigolait pas en fabriquant les articles, loin de là, mais ça donnait lieu effectivement à des moments de grand plaisir. Enfin, je terminerai par un peu de morale de l'histoire. C'est que le rire a une fonction morale, comme on le sait depuis l'Antiquité. Il permet de constituer une alternative à l'aigreur, au ressentiment. Et d'autre part, il permet d'assurer une double conquête, d'une part envers la fascination par exemple des dominants, ou bien envers la honte, alors la honte envers les dominants, une double conquête envers les dominants qui ont partie liée avec les défenses bien gardées, et envers les dominés d'un autre côté, qui seraient voués à la résignation. Voilà. Après ces paroles édifiantes, je me permets de m'arrêter. Voilà. Merci. Je voudrais remercier Raphaël d'abord de m'avoir écrit après la sortie de mon livre sur Bourdieu, pour Bourdieu, et tu m'as écrit et tu m'as parlé de ton livre. Alors j'étais passé à côté, j'étais d'abord un peu honteux parce que je suis censé suivre un peu tout ce qui sort sur Bourdieu. Bon, c'était juste avant, c'était 2 mois avant. Et du coup, je l'ai lu. Et bon, on a eu des échanges de mails et c'est vraiment un livre qui m'a fait une très très forte impression. Il y a 2 livres. En fait, il y a 2 livres en un. Il y a cette histoire d'une révélation qui s'arrête, je crois, à la page 119. Enfin, et qui s'arrête d'ailleurs sur un coup de théâtre dont je parlerai en conclusion de ma présentation. Et puis il y a une enquête sur le rapport des étudiants de philosophie et de sociologie à la sociologie, une enquête qui a donné lieu notamment à un article, et tu reprends cet article dans le chapitre 6 de ton livre, donc, qui est comme un appendice à ton récit, qui s'arrête donc page 118. Alors j'avais prévu un plan en 3 parties, moi personnellement, mais je ne vais pas faire les 2 premières parties parce que en fait tout a déjà été dit, et puis je suis pas du tout sûr de moi sur cette question encore de compréhension sociologique du monde, de qu'est-ce que c'est se sentir à sa place dans le monde. Je trouve que c'est les questions les plus dures en fait. Et puis bon, par ailleurs, je suis sur une enquête qui me fait poser des questions, notamment sur la psychanalyse, et qui me perturbe un petit peu. Donc je vais revenir à mes fondamentaux sur la philosophie, qui est un peu mon dada.
Et je vais donc entrer dans le vif du sujet en te citant, Raphaël. Page 45, tu écris... Donc, je pense que tout le monde a en tête la trajectoire de Raphaël. Je pense que ça a été très bien résumé. Et tu écris, page 45, « C'est à 20 ans que je me suis mis à lire des livres de littérature sociale, de philosophie. » Alors, tu évoques notamment Heidegger. Et là, Gérard Mauger commente dans sa préface, et c'est même une note de sa préface, la stratégie, donc je cite Gérard Mauger, la stratégie qui porte un lecteur autodidacte, comme ce fut le cas de De Santi, à tenter de déchiffrer Heidegger, implique de surmonter de nombreux obstacles et n'est évidemment pas sans risque, à commencer par celui de l'autodisqualification d'un lecteur forcé de constater qu'il n'y comprend rien ou pas grand-chose. Alors j'aurais envie d'ajouter, peut-être parce qu'il n'y a rien à comprendre ou pas grand-chose, et qu'il n'y a rien à tirer de ce qui constitue un pur jeu verbal censé nous parler de l'être ou nous préparer au discours sur l'être, et bien fait pour dissimuler le vide d'information et l'arrière-fond réactionnaire du propos s'agissant des étangs, c'est-à-dire de la réalité connaissable, en particulier de la réalité humaine, donc cette réalité qui serait susceptible de s'ouvrir à l'être, parce qu'elle serait consciente de sa finitude, mais en fait, elle ne cesse de s'abîmer dans les illusions de la technique, de la consommation, des étangs, etc. Donc en fait, Heidegger se borne à cette idée dont il multiplie inépuisablement les formulations. C'est en ça qu'il est virtuose, comme l'a très bien dit Louis Pinto. Alors, Raphaël, tu résumes, page 50, en gros, ce que tu dis avoir compris de la lecture de Heidegger. Alors, moi, honnêtement, je me suis demandé si c'était pas un peu un résumé a posteriori, si ça rendait parfaitement compte de ton ressenti de l'époque, mais voilà, c'est une impression de lecteur. Quand j'avais 20 ans, je ne comprenais vraiment rien. Donc, je m'aidais avec des livres de vulgarisation, donc je revenais vers certains textes, dans L'être et le temps, essais, conférences, des choses comme ça. Et puis, en fait, ce que je décris là, c'est vraiment comme je le comprenais. D'accord. 2 ans de tentative pour lire cet auteur. Ok. Et je m'étais dit qu'il y aurait peut-être une suite à pas ce livre, ça serait lire Heidegger à l'usine, l'histoire d'une dépression. C'est vraiment pas le genre de livre à lire à l'usine, bien sûr. Mais justement, sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce que là, pareil, il est question de l'outil. Mais il est question du on, c'est-à-dire on est réduit à une masse anonyme, et donc là, ça rejoint évidemment. Ouais. Et ça, tu le vivais. Je suis complètement là-dedans. Enfin, c'est terrifiant. C'est comme ça que tu le vivais sur le coup. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que dans une même phrase, tu parles effectivement de ta sœur. Enfin, tu dis à un moment donné, j'étais fier. Ah oui. D'expliquer Heidegger à ma sœur. Tu dis à ma sœur et à un ami, mais peu importe. Et puis alors juste après t'enchaînes, c'était déprimant en fait. Donc il y a une tension entre la satisfaction d'avoir le sentiment de comprendre une pensée complexe et ouais. C'était à travers ma sœur qui à ce moment-là était en terminale de philo dans un lycée prestigieux à Nantes. Bon, moi j'étais à l'usine à ce moment-là et je m'intéressais à la philo. J'avais tenté de faire une dissertation sur la temporalité. Voilà, ça m'intéressait comme ça. Puis j'avais demandé à ma sœur, est-ce que tu peux donner cette copie à ton prof de philo pour voir ce que ça vaut, parce que j'avais besoin d'une espèce de reconnaissance pour savoir si j'avais compris les textes que je lisais, avec lesquels je me débrouillais tout seul, j'avais personne pour m'aider. Donc il y avait à la fois cette satisfaction-là, de ce côté-là, et puis l'effet sur un quotidien répétitif, où ça n'a absolument pas de sens, comme ça, de s'intéresser à la philo, à Heidegger, quand on est ouvrier au travail. Oui. Lieu impossible, on peut en parler, enfin c'est même pas pensable. Voilà. Donc c'est pas contradictoire. Il y a les conditions de vie à côté, voilà, et puis la satisfaction, le souhait de reconnaissance qu'on essaye de rechercher de où on peut. Ah, mais je comprends maintenant parfaitement. Alors je vais essayer de discuter, et bon, ça va peut-être être un peu compliqué ce que je vais essayer de dire. En tout cas, je vais essayer de partir en fait d'une idée que tu émets à un moment donné. Et c'est très intéressant, je trouve, ce qui t'a mené vers Bourdieu, quand tu dis à un moment donné que un capital de lecture en philo, comme tu dis, donne nécessairement, je te cite, des billes, des clés conceptuelles pour comprendre la sociologie de Bourdieu. Alors moi, je me demande si ce n'est pas un peu une illusion. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose qui relève de la fausse compréhension, en fait. Parce qu'un capital de lecture philosophique, ça peut parfaitement induire en erreur. Ça peut conduire à ne pas voir l'essentiel, en tout cas chez un auteur comme Bourdieu, en tout cas si on se réduit, se limite à ce capital. En tout cas, il y a une ambiguïté à lever. En fait, le capital
dont il faut disposer pour comprendre les textes de Bourdieu, pour vraiment comprendre ces textes-là véritablement, c'est considérable. En gros, ça englobe la quasi-totalité des sciences sociales du XXe siècle. Ça englobe même une culture scientifique et épistémologique plus large. C'est absolument écrasant. Alors la culture philosophique, évidemment, est aussi utile, mais faute de l'historiciser, faute d'historiciser les concepts, les méthodes, les controverses du passé, et notamment les controverses qui ont précédé et accompagné la prise d'autonomie du champ scientifique, en fait, et l'institutionnalisation des sciences. Donc, faute de se livrer en dernier ressort à une critique de la raison scolastique, cette culture philosophique, si on reste dans cette culture-là, risque fort de donner lieu à une compréhension en trompe-l'œil. Par exemple, une compréhension en termes d'héroïsme théorique. On va dire, Bourdieu, c'est un héros. Il veut dépasser des fausses oppositions, il reste fondamentalement philosophe. Ça, c'est des gens qui n'ont, je pense, pas compris ce que Bourdieu essayait de faire. Tu cites Errand, mais je pense à quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut en fait critiquer dans la philosophie, c'est uniquement le fait qu'elle serve pour un sociologue, évidemment, c'est uniquement le fait qu'elle serve de courroie de transmission à des chaînes conceptuelles, à des habitudes de pensée, à des façons de poser les problèmes ou à des styles de raisonnement que les scientifiques les plus novateurs, dans chaque domaine, ont été amenés à critiquer ou en tout cas à délaisser ou à dépasser. On peut réécrire l'histoire des sciences, et on passe par Darwin, par Freud, par Piaget, par Einstein, je peux en citer que tous, à un moment donné, il y a une forme, on laisse de côté ou on dépasse. Bourdieu le dit très bien d'ailleurs dans le texte que je disais ce matin d'ailleurs au petit déjeuner, paru dans Zilzel. Voilà. J'avais un petit moment de solitude, ma fille dormait, ma femme et mon fils aussi. Tout est du cadre. Je n'avais que ça à faire, j'étais dans un cadre scolastique idéal, dans ma méridienne, avec un café, et le dernier Zilzel, c'est pas mal, les univers scolastiques parfois. Les sociologues, alors eux en plus, alors je parle évidemment des sociologues les plus conséquents, les sociologues, eux, ils ont fait l'effort d'historiciser la philosophie, d'objectiver la fonction sociale et culturelle de mode de pensée sans cesse reformulée par donc, les philosophes, et réintroduit, notamment par l'entremise de complicité interne, dans leur travail sociologique, le compliquant ainsi plus que le facilitant. Donc en fait, la sociologie, c'est pas seulement une science qui fait autre chose que la philosophie au sens, je parle toujours de la philosophie au sens scolaire et disciplinaire, c'est une science qui invite à comprendre pourquoi et contre quoi il peut être salutaire de faire autre chose que de la philosophie. Je pense que Louis Pinto, c'est ce qu'il nous a dit à l'instant même. Alors là, il y a une double difficulté. Science la plus sensible aux effets de domination et à l'arbitraire des hiérarchies culturelles, la plus à même d'historiciser les savoirs, les discours et les représentations, ainsi que d'objectiver leurs fonctions, et ce faisant, de mettre en évidence la défonctionnalisation progressive de la philosophie en matière de connaissances scientifiques. Après, il y a plein d'autres domaines où elle reste légitime. La sociologie, en tout cas on le constate actuellement, se voit érigée en cible de choix par certains représentants de cette discipline. Et cette discipline, la philosophie, bien loin, contrairement à ce que prétendent certains de ses ressortissants, de travailler au service des sciences, ne travaille que pour elle-même et témoigne qu'elle n'aide en rien, sauf exception, leur progrès, pour ne pas dire qu'elle le freine. Alors, bon, moi je n'ai pas parlé de moi aujourd'hui, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « La révolution sociologique », sur la naissance d'un régime de pensée scientifique, etc., et la crise de la philosophie. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé du point de vue de la réception du bouquin, c'est qu'il a été énormément critiqué par des philosophes. C'est un signe de reconfiguration disciplinaire. Bon. Et alors là, pareil, j'ai découvert une loi, donc ça m'a fait plaisir de découvrir une loi, c'est-à-dire que tous les critiques philosophes ont systématiquement gommé, sans exception, ce qui rattache mon bouquin à des traditions de recherche bien établies et à certains acquis des champs d'études dont il relève. Donc, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre de considérer ce travail, qui s'inscrit dans une chaîne, comme partie prenante d'un processus de cumulativité scientifique. Je suis persuadé que d'autres pourraient en dire autant de la réception de leurs travaux. Alors, je ne développe pas ce point-là. En tout cas, je voudrais dire que la nécessité pour la philosophie de légitimer son existence par rapport aux sciences, dont l'histoire de ces sciences
contient un pan énorme dans lequel ce qui annonce les pratiques de connaissance et d'études objectives du réel qui vont caractériser les différentes disciplines se trouve amalgamé à tout un ensemble de croyances d'ordre religieux et métaphysique, c'est-à-dire contient la philosophie elle-même. Cette nécessité est si contraignante pour la philo qu'elle la réduit quasiment au statut de pure idéologie, de pure sociodicée. Alors qu'elle tente de s'imposer à la sociologie en vertu de cette logique est assez paradoxale. Alors les praticiens d'autres sciences peuvent être impressionnés, voire complexés par cette discipline, lui reconnaître une supériorité de nature en matière théorique et conceptuelle. Les sociologues, du moins les plus innovants, les plus ambitieux d'entre eux, les plus conséquents, j'aime bien cette idée d'être conséquent avec soi-même dans ce qu'on fait, ils sont dans une situation particulière, en fait, les sociologues, parce qu'ils sont armés pour déconstruire ce genre d'entreprise de légitimation, ainsi que les innombrables couples d'opposition, théorie-empirie, abstrait-concret, esprit technique, intellectuel manuel, qui les soutiennent. Ils appartiennent à une discipline qui recèle elle-même une très forte exigence théorique, à un double niveau. Au niveau des études spécialisées dont elle a la charge, la sociologie, et au niveau du régime de pensée de l'humanité parachevé par ses soins et qui révolutionne la compréhension même de l'humanité, entre guillemets on pourrait dire l'anthropologie, autant que la compréhension des conditions de possibilité d'une compréhension scientifique de l'humanité, entre guillemets l'épistémologie. Alors, en fait, moi j'ai jamais eu vraiment de révélation en lisant Bourdieu, mais je me rends compte que je ne le comprenais pas quand j'étais plus jeune. Et je sais qu'il y a des livres de Bourdieu que je commence seulement maintenant à comprendre. Et notamment Méditation pascalienne. Très longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il passait par une critique de la raison scolastique pour critiquer, par exemple, la philosophie. Et là, je suis en train de comprendre qu'en fait, le point final apporté à la critique sociologique des modes de pensée établis, des savoirs établis, et notamment de la philosophie, trouve son point culminant dans la critique de la raison scolastique. Alors là, il y a une citation des Méditations pascaliennes que je vais vous lire, que j'aime beaucoup. À travers des oppositions comme celle de la théorie et de la pratique, c'est tout l'ordre social qui est présent dans la pensée même de cet ordre. Il s'ensuit que les sciences anthropologiques, donc là on voit très bien qu'ils se situent au-delà de la sociologie au sens disciplinaire. Être sociologue conséquent, c'est s'inscrire de facto dans l'ensemble des sciences anthropologiques. Il s'ensuit que les sciences anthropologiques sont condamnées à se donner pour fin non seulement la connaissance d'un objet, comme les sciences de la nature, mais la connaissance de la connaissance pratique ou savante de tel ou tel objet de connaissance, voire de tout objet de connaissance possible. Ce qui n'entraîne pas qu'elles prétendent par là, à la façon de la philosophie, qui s'assigne d'ordinaire à une pareille mission, occuper une position absolue sans au-delà, telle qu'elle ne puisse devenir à leur tour objet de connaissance. Surtout pour une forme particulière de connaissance historique. Elles n'ont pas d'autre choix que de travailler à connaître des modes de connaissance et à les connaître historiquement, à les historiciser, tout en soumettant à la critique historique la connaissance même qu'elle leur applique. Bon, ça, on peut le redire des dizaines de fois. On reste impressionné par la profondeur de ce qu'il dit. Et on ne rappellera jamais assez combien la sociologie est constitutive d'une révolution des modes de production théorique, en tant que son mode de production propre implique à part entière la réflexivité, et d'une révolution de la compréhension des conditions de possibilité de la production de théories scientifiques, c'est-à-dire de théories référées à des découvertes, à des faits mis au jour et en perspective. On ne théorise jamais sur rien en sociologie et dans les sciences à objet de manière générale, dans la mesure où il y a toujours des conditions sociales, à commencer par l'autonomie relative et par l'instauration de processus de sélection et de discrimination des producteurs garantissant la dite autonomie. Il y a toujours des conditions sociales à la production de connaissances, caractérisées pourtant fondamentalement par leur adéquation, elle aussi relative, à des objets. Alors, ayant lu Raphaël, et là je vais en venir enfin, je m'excuse d'avoir été un peu long, à son article et à son enquête sur la réception de la sociologie chez les étudiants en philosophie, en sociologie aussi en travail social, mais ça apparaît pas dans le texte que tu as fait paraître. Évidemment, la question est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions ? C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une situation où on sent qu'on a du mal à faire passer des idées théoriques, épistémologiques, et d'avoir des modes d'interreconnaissance avec nos pairs. Je ferai moins, merci beaucoup. Et là, je trouve que ce que Raphaël apporte est très très intéressant. Parce qu'il montre à quel point
les étudiants en philosophie sont enclins, je le cite, à placer leur discipline au-dessus de toutes les autres, s'agissant de comprendre le monde, les sciences humaines apparaissant comme régionales et limitées. Je dis s'agissant de comprendre le monde parce que c'est la question que tu as posée à des étudiants en philosophie, en sociologie. En gros, quelles sont pour vous les disciplines les plus pertinentes pour comprendre le monde? Et je ne sais pas si tu avais réfléchi aux effets que ça pouvait produire ta question, mais c'est excellent parce que, en fait, ce que tu montres, c'est que la façon même de comprendre le syntagme, comprendre le monde, est très différent chez les étudiants en sociologie et les étudiants en philosophie. Tu remarques que les étudiants en philosophie perçoivent le monde dans sa dimension cosmologique. Alors, j'ajouterais métaphysique. Parce que l'univers, pour un philosophe, ce ne sont pas seulement des formes de matière. Donc, d'ailleurs, il ne peut pas se faire une idée, véritablement. Ce n'est pas l'univers en expansion, il ne sait pas trop ce que c'est. C'est le tout, et puis ce sont des réalités invisibles et immatérielles. Mais, effectivement, c'est la dimension la plus large possible du monde, une dimension cosmologique et métaphysique. À l'inverse, les étudiants en sociologie, eux, je te cite encore, confèrent à la notion de monde l'idée implicite de monde social. Page 127. Alors tout ça, je vais m'y référer dans un travail en cours, je trouve ça très intéressant. Et là, je vais donc citer longuement des extraits d'entretiens que tu as fait avec des étudiants en philosophie, et ils parlent de la sociologie. Alors c'est pas pour se moquer d'eux, parce qu'on me disait toujours est-ce qu'il faut rire, on va rire hein, parfois sans aucun doute, mais il s'agit de comprendre ce qui fait qu'on a affaire à la reproduction de schèmes de pensée, de positions de surplomb, qui n'ont rien à voir avec la position que nous, en tant que sociologues, on essaie de tenir dans l'ordre du savoir. Et il faut savoir par quel type de représentation ça passe. Bon, là, tu le montres très clairement. Alors, la sociologie pour les étudiants en philosophie interrogés par Raphaël. Je cite. C'est un savoir spécialisé et pas général comme la philosophie. Je ferme les guillemets. Alors, justement, la sociologie, c'est à la fois un savoir spécialisé et un savoir général. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. On se tue à l'expliquer. Je cite encore. Elle étudie les troupeaux humains, la sociologie. Tandis que la philosophie, elle, je cite encore, prendrait en compte le subjectif et l'objectif. Alors ça, c'est intéressant, parce que cette prise en compte du subjectif et de l'objectif, c'est précisément l'ambition que Bourdieu assigne à la sociologie. Je cite encore, la sociologie n'est souvent qu'un constat, alors que la philosophie pose l'origine des choses. Entre guillemets toujours, imprécise, vulgarisatrice, elle généralise trop. Elle ne s'intéresse qu'aux phénomènes sociaux. Elle laisse échapper l'universalité de l'homme. Je garde le meilleur pour la fin. Alors là, on est en pleine philosophia perennis. L'homme, alors tu as mis un H minuscule, là il fallait mettre un H majuscule. L'homme a pu se passer de la sociologie pendant des siècles, pas de la philosophie. Bon, j'aime bien. Puis alors, il y a, alors on a encore une, la sociologie ne pense pas. Référence à Heidegger, la science ne pense pas. Référence à Heidegger, consciente ou inconsciente. Mais effectivement, ouais. Et alors là, autant que je me souvienne, c'est un fils d'ouvrier. C'est possible. Bon, là, pareil, c'est extraordinaire. Alors, je vais juxtaposer deux citations, pages 128 et 134 de ton bouquin. Donc, tu résumes. Le sens de la hauteur, le discours d'importance, l'ambition totalisante de la philosophie reste au principe de son expression dans l'univers scolaire. Se référant spontanément à une représentation anti-historique et unifiée de la philosophie, les étudiants philosophes tendent, certes inégalement, à reproduire dans leur discours les travers scolastiques propres aux lectores philosophes. Je ferme les guillemets. Très très vite, parce que j'ai 5 minutes, je pensais être plus court. Hein, donc je finis hein, Non, mais j'aurais besoin de ces 5 minutes. Alors tu t'intéresses aussi aux sociologues. Alors là, les sociologues, eux, alors il y a moins de morgue, hein, mais il y a de l'ambivalence. Et il y a des schèmes de pensée qu'il faut critiquer aussi dans la façon dont eux classent la philo. Alors ce qui revient le plus souvent, c'est que la sociologie, par rapport à la philosophie, est plus proche de la réalité ou des réalités sociales. Ça, on est d'accord. On dit parfait. Là, on peut être un peu plus critique. C'est quand revient systématiquement l'idée selon laquelle la socio
est concrète. Elle essaie d'être concrète. C'est concret, c'est plus concret, etc. Parce que ça fonctionne, et ça, tu le dis après, parce que tu t'es aussi intéressé, en gros, à comment est enseignée la sociologie, et par exemple, comment est vu Bourdieu. C'est-à-dire que cette opposition concret-abstrait, elle peut fonctionner dans la vision qu'on a des rapports entre disciplines, socio-philo, mais aussi, elle peut fonctionner au niveau de la façon dont on se représente les auteurs de sociologie. Alors, on va dire, Goffman, c'est concret. Et Bourdieu, c'est trop abstrait, c'est trop... Voilà. Et ça, tu le dis à un moment donné. Donc, cette opposition concret-abstrait, elle est aussi à critiquer. Alors, il est plus problématique qu'on ne le croit d'être confronté à une tradition de pensée revendiquant... Oui, je continue. Imperturbable. Il est plus problématique qu'on ne le croit d'être confronté à une tradition de pensée revendiquant le droit de mener des études et de produire des connaissances relativement non pas à des objets existants, mais alors là je cite un Dicobach Philosophie de 1992, je suis tombé dans une librairie d'occasion par hasard dessus. Donc être confronté non pas à des objets réels existants, mais à des objets problématiques comme la liberté, la conscience, l'imagination, l'art. Tradition appelant de surcroît, à travers leur traitement, je cite encore ce manuel, à rencontrer les exigences de notre propre pensée. Donc une double illusion est à l'œuvre qui est extrêmement difficile à dissiper. Et on le voit très bien dans les propos de tes étudiants. Illusion d'une connaissance reposant sur le seul maniement de notions abstraites. Illusion d'un monopole de la philosophie sur la pensée, sur l'apprentissage de la pensée. Et, ça c'est encore plus grave, illusion d'une sorte d'autosuffisance, voire d'autofondation subjective de la pensée. Alors j'ai 1 minute 70... 60. Je suis fatigué, hein. Je suis vraiment fatigué. J'ai 1 minute 30, parce que les secondes, enfin 1 minute c'est 60 secondes, pas 100. Bon, si c'est 100 secondes, j'ai un peu plus de temps. Pour finir sur mon coup de théâtre. Alors, c'est pas mon coup de théâtre, en fait, c'est ton coup de théâtre, dont personne n'a parlé, ce qui me permet à moi de faire ce petit coup de théâtre. C'est à la fin de ton livre. Tu nous apprends que tu pratiques la prestidigitation. Alors, je vais juste te citer et faire un commentaire très court. Tout de suite, ce à quoi ça m'a fait penser. Tout cela, tu parles donc tu pratiques encore la prestidigitation. Chose très curieuse, hein. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai arrêté. Mais ça reviendra même, c'est bizarre. Ça m'a tellement pris dedans ce travail-là que du coup, il y a eu une interruption. Ça reprendra, c'est sans doute cyclique. Et tu le pratiques dans quel cadre? J'ai fait ça dans des cadres de fêtes dans mon établissement, avec des familles, voilà, auprès de la direction qui m'avait demandé une fois de faire des prestations comme ça. Mais voilà, j'ai du matériel, je me suis entraîné beaucoup, et depuis que j'ai écrit ce livre, ça fait maintenant un an et demi, bon, il y a eu, voilà, ça s'est arrêté pour le moment. Voilà. Je ne me l'explique pas. En tout cas, tu essaies d'apporter des éléments de réponse, et donc je vais conclure en te citant. Tout cela est très infantile. Niché quelque part dans les structures de mon inconscient, je soupçonne ces structures enfuies d'avoir commandé mes lectures enthousiastes de Bourdieu et la reprise maladroite de sa manière de lire le monde social qui me donnait étrangement une sensation de maîtrise de mon environnement social. Sans doute faudrait-il une cure analytique pour apaiser cette volonté de puissance propre à l'enfant qui reste en moi. Alors, ce que j'ai vraiment adoré dans ce coup de théâtre, c'est qu'en fait, c'est la modestie du sociologue. C'est-à-dire que ton livre, c'est un travail de sociologie, clairement, un travail d'auto-analyse sociologique. Et je pense que, même si c'est un livre court, qu'on peut dire que tu aurais pu aller plus loin sur plein de choses, on en a parlé ce matin, tu as fait le job du sociologue. Tu apportes les éléments te permettant de comprendre ta trajectoire sociale, tes déplacements, etc. Mais il y a des choses auxquelles la sociologie ne permet pas de répondre. En tout cas, pas avec les instruments qu'elle a aujourd'hui. Et à la rigueur, elle n'est pas seule au monde. Bon, il y a d'autres disciplines, et si elles existent, c'est qu'il y a aussi une raison. Bon. Et donc, ce que tu nous rappelles, en fait, c'est que la pratique de l'interdisciplinaire n'a de sens qu'à condition d'avoir épuisé d'abord les ressources et les possibilités du disciplinaire. Moi, je voulais finir là-dessus, je ne sais pas pourquoi j'ai fini là-dessus, mais en tout cas, je voulais finir par rendre hommage à ton livre et par la finesse et
et la délicatesse en fait du propos et de ce coup de théâtre. Voilà. Merci. La représentation de la sociologie par les gens philosophes de l'identité, je dirais qu'il y a une part de responsabilité de ma part. Imaginez les dégâts que vous pouvez faire quand vous débarquez dans un amphithéâtre avec que des étudiants de philo et vous avez sous votre bras des questionnaires d'enquête statistique. Vous arrivez avec cette idée du nombre et de la quantité. Donc je pense que les réponses qui ont été données sont aussi l'effet de cette manière de les aborder. Je pense aussi que j'avais pratiqué plutôt des entretiens de façon un peu plus isolée. Ça n'aurait peut-être pas donné la même chose dans leurs réponses. Hein. Donc là, il y a eu un effet de brutalité. Le gars, il arrive dans l'amphithéâtre, il a ses questionnaires. Puis en plus, alors, il faut répondre pendant 1 heure. Voilà, je pense que ça contribuait à donner les réponses que tu as pu lire. Donc c'est des réponses écrites, en fait. Oui, je demandais des réponses écrites. Hein. Ils ont répondu pendant 1h30 sur ce questionnaire. Hein. C'était assez long quand même. Hein. Et puis, j'avais une stratégie un peu filou dans le questionnaire. C'est-à-dire que je leur posais effectivement la question comment ils hiérarchisaient les disciplines. Hein, voilà. Et je m'attendais, parce que j'avais lu Louis Pinto, Charles Soulier, à ce qu'ils placent de fait leur discipline en haut. C'était pas une surprise. Hein. Et puis plus loin, dans les questions, hein, je leur posais la question, mais citez-moi un historien, ou plusieurs historiens. Généralement, ils étaient capables d'en citer qu'un seul, ou 2. Hérodote, Georges Duby, mais incapables de citer des historiens. Je leur demandais de citer des sociologues. Alors Bourdieu, oui, Durkheim, oui, stop. Voilà, d'accord. Donc c'est ça qui me frappait. Ça me faisait rire. Hein. À la fois j'étais triste des réponses, mais en même temps ça me faisait rire de voir que finalement ils s'autorisent à cette espèce de représentation très élevée de la discipline, au-dessus de tout, meilleure que les sciences sociales, etc. Alors qu'en fait, des sciences sociales, qu'est-ce qu'ils en savent? Pas grand-chose. Hein. Et je pense aussi que les réponses qu'ils donnent sont aussi l'effet de la transmission disciplinaire des enseignants qui ont une grande responsabilité sur leur perception. Et on sait qu'à l'université, les enseignants philo les préparent surtout pour le CAPES et l'agrégation. Donc c'est un enseignement qui est forcément plutôt académique, hein, je crois en tout cas. Non, mais hein. tu as tout à fait raison. Voilà. Pour, cette formulation de question sur comprendre le monde, il y avait malice ou pas? Ou tu t'es dit, je vais essayer de mettre au jour des représentations. J'ai eu une grande hésitation. J'ai eu une grande hésitation entre le terme penser et comprendre. Voilà. Alors, j'avais choisi comprendre. Je craignais d'induire forcément la réponse oui, la philo est mieux placée pour penser le monde. Hein, bon, c'était une subtilité. Là, j'ai tranché. On va mettre comprendre. Et après, il y a le monde. Oui. C'est pas la même chose, penser, comprendre, bien sûr. Donc, comme quoi les choix des mots qu'on emploie dans les questions sont très importants parce qu'on peut donner une certaine direction aux réponses. Parce que si tu avais dit, par exemple, comprendre la réalité, ça aurait peut-être donné un classement différent. Je ne sais pas. Non, mais, je sais pas. Bon. Mais déjà, le fait qu'il y ait cet enseignement derrière qui leur dit que quelque part la philo c'est au-dessus de tout, de toute façon, voilà. On sait que les réponses seront comme celle-ci, plutôt. Bien sûr. C'est pas vraiment une question, mais je voulais dire à Louis que j'avais relevé dans ton ébauche d'analyse du rire sociologique, je crois, quelque chose qui s'apparente, je crois, à un des effets d'une socio-analyse bien faite, quoi. Je pense que, par exemple, il me semble qu'on pourrait rajouter à la liste des effets possibles d'une socio-analyse bien faite la capacité de rire. Ce qui va, après tout, de rire de soi. Oui, par exemple. Oui. Ouais, tu vois, c'est à la fois, j'ai mentionné, je crois, peut-être rapidement, une forme de tolérance à l'égard de soi-même et à l'égard des autres, mais peut-être qu'on peut aller au-delà de la tolérance, et même justement le au-delà, c'est peut-être une forme liée à une forme de relativisme, c'est possible, qui induit une façon de rire, quoi, de rire. Ce que tu disais à la fois, c'est une espèce de posture par rapport aux hiérarchies, aux grands, aux petits, aux moyens, machin, etc. Trouver ça, c'est finalement assez cocasse, quoi. Bon, cette manie de faire des classements à tout propos, etc. Et puis aussi, je crois, au-delà de ça, quoi, à l'intérieur même d'une hiérarchie, c'est aussi le relativisme qui induit la compréhension, la connaissance de la pluralité de ces hiérarchies et de leur caractère plus ou moins incommensurables, quoi, aussi. Et je pense que bon, voilà, quand on a compris un peu tout ça, voilà, qu'il y a à la fois voilà, ce jeu de classement avec ce qu'il est un peu d'un peu dérisoire, voilà, d'une certaine façon, en tout cas quand on l'objective ou quand on connaît son histoire et sa raison d'être, d'une part, mais d'autre part aussi l'aspect de la connaissance ou l'identification de la multiplicité des hiérarchies, de leur caractère incommensurable. Je pense que ça crée finalement une espèce de distance par rapport à tout ça qui porte à rire un peu, en tout cas, à regarder le monde
de façon un peu amusée, ce qui ne veut pas dire méchante, je crois pas, c'est plutôt tolérante et amusée, quoi, et qui me semble être, je crois, effectivement, comment dire, un des indicateurs pratiques d'un habitus sociologique. Enfin, je sais pas, peut-être je dis des bêtises, hein, mais je crois pas. Je n'ai pas de savoir supérieur là-dessus. Et il y a un bouquin dont j'oublie le titre et l'auteur, mais qui était sorti aux Empêcheurs de tourner en rond, je crois. Un livre très critique sur Bourdieu, que j'ai pas relu d'ailleurs dernièrement. Et vous voyez de quel livre je parle? Non, je pense pas, parce que j'ai pas le titre ni l'auteur dans la tête, ce qui est quand même un peu gênant. Mais alors le gars c'est un type mais alors il commence son livre justement, et là parce que justement ça m'a fait penser à ça quand vous parliez du rire. Il y a un rire méchant, et il peut y avoir un rire qui est pas très sain dans l'usage de Bourdieu. Et lui, ce gars-là, il commence son livre. Moi, quand je lisais les règles de l'art, le début où il se tape Salnave, qu'est-ce que ça me faisait bidonner, je lisais ça, etc. Oui, enfin, c'est amusant, mais il y a être focalisé là-dessus et en rire et prendre un plaisir à en rire, ça m'avait paru. Et après, le gars, comme par hasard, il se retourne contre Bourdieu, il devient anti-bourdieusien. Mais je pense que son rapport initial n'était pas déjà très très sain. Et donc le rire, effectivement, je pense, le plus important, il y a un article d'Elias d'ailleurs sur le rire dans une revue qui s'appelle Humoresque. Et parce que lui, quand il est arrivé en Angleterre, il venait d'Allemagne. L'humour en Allemagne, c'est très différent de l'humour en Angleterre. Et ce qu'il a sidéré en Angleterre, c'est l'autodérision. Il a dit, mais alors là, on a une clé pour comprendre l'habitus anglais. Cette capacité à rire de soi, c'est une preuve de supériorité, entre guillemets, mais comme il était un peu fasciné, il n'est pas loin de basculer vers l'idée qu'il y avait une forme de civilisation supérieure anglaise, britannique par rapport à l'Allemagne, où dire en Allemagne, on sait pas faire ça. Rire de soi, on sait pas faire ça. Non. Moi, j'ai un grand-père kabyle. Je sais pas s'il est kabyle, il y a un humour kabyle, mais c'est différent c'est spécial. Mais alors, l'autodérision, mais il y a un côté, on rit de soi. Mais alors, pour lui, le summum de la civilisation du rire, c'est l'autodérision. C'est pas non plus ça, le rire de Bourdieu. C'est un rire libérateur. Je sais pas, il y a quelque chose. Tu dis? Mais pas moqueur. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait, justement. Sauf Balibar. Voilà, c'est tiré de la reproduction. Il parle du professeur et de la parole magistrale. Tenu d'illustrer la qualité de sa fonction et de la culture qu'il communique par la qualité de sa manière personnelle de communiquer, le professeur doit être doté par l'institution des attributs symboliques de l'autorité attachée à sa charge, entre parenthèses, à commencer par la livrée de verbe qui est au professeur ce que la blouse ou la veste blanche est au cuisinier, au coiffeur, au garçon de café ou à l'infirmière, etc. Enfin, voilà. C'était parsemé, il n'y a pas de morceau drôle. Sauf le texte sur Balibar qui est, oui, bon, qui est génial. Sinon, dans la reproduction, c'est une touche ici, une phrase là, etc. Enfin, voilà, c'est la ressemblance avec le cuisinier. Aucun texte philosophique ne propose ça. Je peux vous dire dans quelle occurrence le cuisinier peut apparaître dans un texte de philosophe, c'est quand Platon se moque justement des sophistes assimilés à des cuisiniers. C'est ça, c'est la tradition. Donc, ils sont du mauvais côté. Sinon, les cuisiniers n'apparaissent jamais dans les textes. J'avais aussi une remarque concernant le rire. C'est vrai qu'il y a différentes sortes de rire et différentes raisons pour lesquelles on peut rire, mais le rire libérateur dont tu parlais, Marc, c'est si le but des écrits de Bourdieu, c'est de mobiliser éventuellement des personnes pour lutter contre les dominations qu'ils subissent, je ne suis pas sûr que le rire soit très mobilisateur. Et finalement, le rire correspond plutôt à une baisse de la tension et va démobiliser plus que mobiliser. Je n'ai jamais dit que les livres de Bourdieu étaient l'équivalent de films de Max Brother. Juste un petit mot, mais il faudrait créer les Bourdieu Brothers. Non, mais ça me fait penser. Enfin, Bourdieu a lui-même répondu. Il y avait un échange avec Günter Grass
qui est très, très célèbre, hein, où Conteur Grasse, tu dis à Bourdieu, écoute, mais c'est pas marrant. Le seul défaut que je trouve à tes livres, c'est que c'est pas marrant. Et Bourdieu lui a répondu, il n'y a pas de quoi rire dans La misère du monde. Il y a pas... Oui, parce qu'il y a un rire qui relativise tout, qui aplatit tout, c'est ça aussi. Mais c'est pas du tout. Oui, non, mais voilà, mais c'est une question hyper. Oui, moi je voulais rebondir du coup sur les la dernière partie du livre sur les étudiants et la lecture que j'aurais fait assez différente de Marc. Et parce que moi, ce qui m'a plutôt en fait étonnée, c'est de voir une grande proximité. Enfin, après, on peut voir les écarts ou les proximités, mais un peu comme tu le disais, c'est-à-dire que les différences sociales entre les étudiants de philo ou de sociaux, elles sont pas énormes. Elles existent quand même, parce que dans ce cas-là... Après, on n'a que 82 philosophes, donc c'est aussi compliqué de faire des pourcentages, etc. Et aussi, quand on parle toujours des philosophes supérieurs et condescendants, hein, Marc, quand on parle toujours que les philosophes sont supérieurs, condescendants par rapport aux sociologues, moi, j'ai remarqué que dans le tableau 5 sur les disciplines considérées comme les plus importantes pour comprendre le monde, les philosophes, ils mettent la sociologie en 3e. Ça, oui, et ça, c'est pas commenté. Alors que les sociologues, ils mettent la philo en 7e. Donc, en fait, il y a une reconnaissance par les étudiants de philo de la sociologie qui est classée très haut et qu'ils reconnaissent comme discipline. Mais ça changerait en propos qui tiennent et à la représentation d'ensemble. Alors, après, j'en viens aux propos qui tiennent. C'est pas une critique en soi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision où on oppose l'universel à la spécialisation. Oui, donc, mais laisse-moi finir. Des spécialités très haut et on les tient pour des spécialités. Non, en fait, Jean, laisse-moi finir. En fait, là, une grosse différence qui, par contre, est citée dans une note, c'est que c'est 82% de filles en sociaux contre 30% en philo. Et les textes, et toi, quand tu as les textes que tu as cités, c'était que des garçons. Toi, tu as interprété leurs propos comme des propos de philosophes. Celui qui dit la sociologie ne pense pas, c'est un garçon. Celui qui dit on n'a pas attendu l'histoire. C'est des hommes qui dominent dans la philo, donc ça confirme totalement. Oui, non, mais c'est juste pour dire aussi que, en fait, voilà, moi, on peut, dans des mêmes chiffres, on peut voir des choses différentes et qu'il me semblait que sur ces réponses très intéressantes sur comprendre le monde, c'était peut-être aller un peu vite que de dire que c'était parce que c'est aussi ça, c'est que tu as pris tes première et deuxième années. Donc en fait, genre leur habitus philosophique ou de sociologue sont loin d'être stabilisés, cristallisés, etc. Et du coup, voilà, c'était juste pour souligner que moi, j'avais plutôt, par rapport à toujours ce qu'on dit sur l'énorme distance sociale et la condescendance des philosophes par rapport aux sociologues, je trouvais en fait une certaine proximité. Voilà. Moi, j'ai trouvé que la nuance qui est apportée sur la façon de comprendre la notion de comprendre le monde est très utile et donne beaucoup à penser et valide tout ce qu'on peut lire par ailleurs dans les ouvrages, dans les manuels. Voilà, c'est une petite validation que je trouve utile et à laquelle, personnellement, je vais me référer. Et évidemment, on est tous conscients que c'est pas une enquête exhaustive menée à son terme, menée dans des conditions effectivement particulières. C'est une indication utile, rien de plus. Ah oui, alors je voulais juste dire que l'auteur dont je parlais, excusez-moi, et après je parle plus, c'est Pierre Fertrager. Et le livre s'appelle... j'ai perdu le livre. Eh bien, je vais conclure rapidement, puisque à l'issue de cette journée, tout le monde ressent une certaine fatigue, même si cette journée s'est passée aussi bien que possible, au sens où c'était vraiment dans un climat non pas colloquial et agonistique, mais vraiment d'échanges libres, comme le souhaitait vraisemblablement Raphaël. Une journée qui était construite sur le principe d'association libre, puisqu'il n'y avait pas de thème imposé à l'ensemble des participants, mais chacun venait. Alors le fil conducteur, évidemment, c'était ce livre, mais à partir de là, plusieurs entrées étaient possibles. Donc simplement, pour conclure très rapidement, je signalerai ces balises, enfin qui
sont trouvés dans la journée. Premièrement, tout simplement, le livre a eu un effet d'interpellation envers Raphaël, c'est-à-dire on s'est adressé à lui de diverses façons pour lui demander des précisions, pour regretter éventuellement des lacunes, des absences, des silences. Pourquoi tu n'as pas parlé de cette chose, etc. Bon, je dois dire qu'il a répondu en partie à chaque fois, mais évidemment, un livre comme celui-ci aurait pu faire un volume triple, et il a fait des choix, et voilà. Mais néanmoins, je pense que les échanges auront été utiles de ce point de vue-là pour les gens qui étaient restés sur leur faim. Alors peut-être pas à l'extrême fin sur les questions des étudiants de sociaux et de philo. C'est peut-être un débat à poursuivre. Ensuite, il y a eu tout un ensemble de moments consacrés aux expériences des lectures de Bourdieu. Comment on l'a lu, quel moment, pourquoi, qu'est-ce que cette lecture pouvait apporter, dans quel sens elle procurer une révélation. Est-ce que le terme de révélation est bien choisi? Est-ce qu'elle procure quelque chose comme une émotion? Quel type d'émotion, etc. Enfin, inévitablement, il a été question d'analyse de trajectoire. Et là, on retrouve évidemment les problèmes généraux que les sociologues ne s'arrêtent de rencontrer. C'est comment on analyse une trajectoire, comment en rendre compte, qu'est-ce qui a été omis, etc. Néanmoins, peut-être la spécificité des analyses de trajectoire mobilisées aujourd'hui, tournée autour de la question de la légitimité, le rapport à la culture légitime, se sentir légitime pour parler, répondre, l'expérience de l'illégitimité qui a été évoquée par un certain nombre d'orateurs. Enfin, la question évidemment de la socio-analyse, dans quelle mesure la sociologie fonctionne comme l'équivalent social, enfin, de la psychanalyse, quels instruments communs on peut trouver, quelles différences, est-ce qu'il y a alors la question a été posée à Gérard, des contre-transferts, jusqu'où on va aller, etc. Bon, question véritablement labyrinthique. Hein, et bon, ça ne veut pas dire que c'était vain de les exposer, mais en tout cas, je pense qu'on ressort, et puis c'est des choses auxquelles on peut penser ensuite, 3 jours après, 4 jours après, et puis dire oui, mais ça me fait penser à... bon. Enfin, il y a eu 2 ouvertures un peu plus spécialisées, je dirais, un peu moins transversales. L'une en direction du travail, Bourdieu et le travail, mais là aussi on retrouvait de toute façon des interrogations sur les analyses de trajectoire, de rapport à l'avenir. Voilà. Et enfin, dernier point, ça a été le dernier exposant, les rapports sociaux, philo, ne serait-ce qu'à travers, enfin, en général, mais aussi à travers les rapports des étudiants de sociaux et de philo aux autres disciplines. Et on concluait en beauté, puisque la philo a représenté un moment important de la trajectoire de Raphaël. Voilà. Eh bien, merci. Raphaël, si tu... Ah non, c'est pas conclu. Je l'ai dit dans mon intervention ce matin. Ok. Très bien. Non, mais c'est une journée, voilà, pour moi, très importante. Il fallait qu'elle se fasse. Vous avez lancé comme ça comme une idée en disant en quoi je m'embarque. Alors,
dans un premier temps, je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas le faire. Et puis finalement, bon, j'ai pris contact avec Nicolas Roux qui préparait sa recension sur mon livre. Puis je me suis dit, bon, ben voilà, on peut peut-être commencer à trouver un programme, des intervenants intéressés. Et les choses se sont mises en place finalement assez facilement. J'ai eu même le temps d'organiser ça un petit peu. Hein. J'ai eu 6 mois, donc ça s'est fait. Puis ben, je vous remercie tous, hein, intervenants et personnes publiques, d'avoir été présentes et patientes, d'avoir porté un intérêt pour cette journée. Voilà. Merci à toi. Allez. Merci à toi. Merci.